Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Radio Fringale. On continue de vous régaler avec des émissions hors série durant cet hiver pour vous réchauffer au coin du feu ou plus proche du radiateur. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et on vous propose d'entamer 2026 avec la manière forte. Mais tout d'abord, je suis accompagné de mon fidèle équipier de route prêt à grimper sur tous les grands tours, que ce soit en Espagne, en France, et particulièrement pour aujourd'hui en Italie. Je suis avec Simon. Salut Simon, comment tu vas en cette belle journée? Salut Matt, salut tout le monde. Très content d'être avec toi pour ce deuxième épisode des parcours fictifs. Et celui-ci, je pense qu'il va nous tenir tous les deux à cœur, étant donné que le vrai parcours n'a convaincu personne. Donc, à mon avis, le tien ne pourra que faire mieux. Tout à fait, on va essayer de redresser la barre car j'espère que beaucoup d'entre vous avaient vu nos mots plutôt salés sur effectivement le parcours du vrai Giro d'Italie qui en a déçu plus d'un et d'une, un Giro sans âme selon notre compère Titien notamment. Et voilà, nous on a essayé de reproposer certaines choses. On précise avant de débuter l'émission que le parcours a été fait avant la révélation du parcours officiel, que c'est un Giro d'Italie fictif, donc toutes les routes ne sont pas forcément goudronnées, c'est avant tout aussi de la fantaisie. Voilà, on le sait, ça arrivé plus d'une fois sur certains grands tours, hein. Il y a des routes, des ascensions, des descentes qui ont été goudronnées exprès pour ces épreuves-là. Donc voilà, petit disclaimer là-dessus. Et comme l'a dit Simon, c'est une course qui nous tient particulièrement à cœur. Qu'est-ce que tu as envie de voir et qu'est-ce que tu peux nous teaser un peu sur parcours fictif, Simon, avant qu'on rentre dans le vif du sujet en Bulgarie? Bien, au global, j'ai l'impression que tu as encore été, comme sur le parcours fictif du Tour de France, assez méchant avec les sprinteurs. On a un Giro bien, pas bien comme on les aime, c'est-à-dire très casse-pattes, beaucoup d'étapes compliquées. Et puis, voilà, beaucoup de parcours différents et aussi, bah, beaucoup de plats, mais pas pour les sprinteurs, mais plus pour les rouleurs. Tout à fait, tout à fait. On le verra, j'ai mis les rouleurs à l'honneur. Effectivement, comme tu le dis, j'ai été méchant avec les sprinters, mais si je prends un peu de recul, je me trouvais un petit peu moins méchant avec les sprinters sur le Giro que je l'étais sur le Tour de France. Je sais pas si tu partages mon avis là-dessus. Oui, oui, bon, légèrement, on va dire, mais disons que disons que si cette année-là, ils veulent faire des grands tours et que c'est toi qui as fait les 3 parcours, bon, bah, je me dis, cette année, je me concentre sur les classiques, sur les courses d'un jour et les grands tours, je les ferai l'année prochaine. Tout à fait. Peut-être que je vais vraiment avoir le conseil général des sprinters au pied de mon immeuble un de ces jours. Mais en tout cas, oui, l'esprit avant tout de ce Giro, c'est un Giro à l'ancienne avec des étapes longues, des étapes marathon. Et puis, bah, on va commencer tout de suite avec un grand départ en Bulgarie. Donc, ça comme dans la réalité. Donc, ça avait été dévoilé. En tout cas, on avait une petite idée de ce qui allait se passer. On avait une petite idée des villes étapes. C'était dur de prédire, mais on savait à quoi s'attendre. Et bah, on débute sur une première étape plutôt tranquille, mais quand même très très longue, hein. On a 222 km. Mais bon, c'est du plat et encore du plat, même s'il y a une petite ascension euh, qui devrait pas non plus éliminer les sprinters. En tout cas, je pense que tu es d'accord avec moi, cette première étape, le maillot rose, ça devrait être un sprinter. Et là, j'étais gentil avec eux là-dessus. Ouais, c'est vrai, bah, d'ailleurs, il me semble que, finalement, les villes départ-arrivée, c'est les mêmes que l'étape 2 du vrai Giro, si je me trompe pas. C'est fortement Mais possible, oui. De mémoire, ouais, oui, Burgas et Veliko Tarnovo, oui, ça, c'est des villes qu'on retrouve sur le vrai Giro, en effet. mais c'est vrai que sur l'étape justement, l'étape 2 du Giro, c'était un peu trop difficile pour les sprinteurs et l'étape 1, elle était, bon, bah, vraiment pas trop intéressante. Là, je trouve que tu as réussi à trouver un bon entre-deux en mettant un petit peu de suspense avec cette cote et puis, voilà, on voit sur le profil que, voilà, sur la fin, il y a des petites bosses, pas grand-chose, mais on se dit: «Bon, on sait jamais, peut-être qu'un Tim Merlier, par exemple, ne passe pas la bosse». Mais c'est vrai que, bon, la plupart des sprinteurs, aujourd'hui, grimpent bien aussi. Mais oui, normalement, c'est une étape pour les sprinteurs et je pense que ça va leur faire plaisir parce qu'ils n'auront pas beaucoup d'occasions dans ce Giro.
Effectivement, pas beaucoup d'occasions, mais en tout cas, je leur donne l'une des plus belles opportunités, quelque chose que chaque coureur rêve de faire, hein, quasiment sur un grand tour, remporter la première étape et porter le maillot de leader du classement général. Effectivement, pas beaucoup d'opportunités parce que dès le lendemain, on aura une étape vraiment très compliquée quand même, une étape que j'ai choisi de calquer sur ce qu'on avait vu en Albanie en fait, hein, l'année dernière. Donc une étape au départ de Veliko Tarnovo jusqu'à Plovdiv, autre grande ville bulgare. Et puis bah, comme principal plat de résistance, cette grosse ascension du Passo di Marinka, 12,3 km à 8%. Ce qui va être intéressant dans cette étape surtout, c'est que bah, l'ascension elle est pile au milieu de ce parcours et qu'en fait derrière il reste quand même 100 km. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Une étape pour baroudeur un peu comme ce qu'on avait vu en Albanie ou tout de suite on peut avoir une explication et des coureurs du classement général qui exploseraient? Alors déjà, moi, sache que c'est une étape que j'aime beaucoup. C'est l'une de mes étapes préférées de ce Giro. Parce qu'en effet, oui, on est un peu dans la décision, parce que ça peut dérégler la stratégie des équipes de sprinteurs qui se disent, bon, peut-être qu'il peut passer ou qu'il peut rentrer, même s'il se fait distancer, il peut rentrer derrière, mais en fait, rien n'est sûr. Et je me dis, est-ce que les équipes de sprinteurs vont s'atteler à la tâche pour essayer de revenir sur les échappées? C'est pas sûr. Surtout, imaginons qu'une équipe qui a un puncher sprinter, donc c'est-à-dire un coureur qui est meilleur puncher que sprinter, qui a une petite pointe de vitesse, mais il sait que enfin, ce pur sprinter, il passe pas. Il peut dire, bah, écoutez les gars, on fait péter le peloton, on fait péter tous les gros sprinters, et derrière, on arrive à un peloton de 40, 50 coureurs, que des mecs rapides, mais pas des purs sprinters. Ça peut jouer à la gagne. Donc non, ça peut être intéressant, ou bah, au contraire, aucune équipe ne peut prendre le lead du peloton, et dans ce cas-là, ça peut permettre en effet à une échappée de gagner. Je pense pas que les favoris pour le général vont tenter quoi que ce soit, mais en tout cas, on peut avoir une échappée ou potentiellement des punchers qui vont vite, qui remportent un sprint en petit comité, ou potentiellement un sprinter si vraiment bah, ça roule pas et que les sprinters peuvent suivre ou rentrer dans la descente. Donc ouais, il y a plusieurs scénarios possibles, donc c'est pour ça que j'aime bien cette étape. Ouais, je te trouve peut-être un petit peu trop optimiste avec les sprinters parce que l'ascension elle est quand même très difficile. Et il y a quelque chose que j'ai pas précisé, c'est l'embarras du choix si imaginons cette étape se réaliser dans la vraie vie. La descente de l'ascension, c'est une descente en chemin blanc. Donc c'est vrai que niveau suspense et niveau possibilité de vainqueur, on a du choix. Après, ouais, certes c'est à 100 km d'arrivée le sommet, mais les 12 km 300 à 8%, même des sprinters qui sont très solides, tu vois, comme les Pedersen ou les Caden Groves, peut-être ce serait trop difficile pour eux de passer. Mais en tout cas, moi, il y a une théorie que tu as évoquée qui me plaît bien, c'est le sprint en petit comité où on ne sait jamais trop qui va gagner. Ça se joue surtout au placement et à l'intelligence de course. Euh, Est-ce que le sprint en petit comité, on peut le réitérer sur l'étape 3? Je te laisse nous présenter la troisième étape, mais là encore une fois, va y avoir du boulot et on ne sait pas trop ce qui peut se passer parce que la étape de moyenne montagne, étape pour baroudeur, je te laisse nous présenter et dire ce que tu en penses. Ouais, 200 km, quasiment tout pile entre Plovdiv et Sofia, mais donc Sofia, la capitale de la Bulgarie, mais pour moi, grosse ascension quand même. 16 km à 7%, c'est quand même un gros morceau. Moi, je vois bien les favoris vraiment se disputer un petit peu la victoire et peut-être le maillot rose. Et ce qui peut être intéressant avec cette étape, c'est qu'on peut avoir du coup trois maillots roses à l'issue des trois étapes, parce que si c'est un sprinter la première, un puncher sprinter la seconde, je pense que là, cette troisième étape, pour moi, elle est pour un grimpeur. Surtout qu'on sait qu'avec la transition pour retourner en Italie, ça sera forcément une journée de repos le lendemain. Je pense que voilà, tout le monde va donner le maximum, il n'y aura pas d'économie, il n'y aura pas de calcul. Pour moi, voilà, contrairement au vrai Giro où à la fin des trois étapes, on peut avoir 100 coureurs dans le même temps, si tu enlèves les bonifications. Là, voilà, il pourrait déjà y avoir une belle hiérarchie pour le classement général.
Donc voilà, cette étape, elle me plaît bien et surtout, voilà, le fait qu'il y ait pas d'étape le lendemain, voilà, ça peut être un peu le feu d'artifice. Je te rejoins complètement sur ce feu d'artifice, surtout que grosso modo tout va se jouer hein, dans cette ascension finale. On a un départ qui est relativement plat. Est-ce que ça peut favoriser les baroudeurs? Pas sûr. Parce on voit il y a une ascension non répertoriée, mais et c'est déjà quand même bien avancé dans l'étape, hein. Les coureurs ont déjà fait 100 km. Ce qui va fatiguer un petit peu les coureurs avant l'ascension finale, c'est la montée de Pancharevo, où on a à peu près 6 km à 5%. Pas forcément non plus de quoi éliminer les meilleurs grimpeurs, mais de quoi bien écrémer un peloton. Et oui, cette terrible ascension du Passo Vitosha, c'est même une des plus longues et plus difficiles de l'entièreté de ce Giro, hein. Ça, on le verra. Et ça arrive dès la troisième étape. Ce qui est très intéressant, c'est ça laisse pas de place à, tu sais, tous ces coureurs qui montent en pression, montent en température, attendent la traditionnelle troisième semaine du Giro. Moi, on l'avait vu, on en avait discuté lors du parcours fictif du Tour de France. Moi, cet esprit crescendo, c'est clairement pas mon truc. Moi, j'aime bien un grand tour, c'est 21 étapes, c'est 21 jours. Il faut être au top sur 21 jours. Comme tu l'as dit, euh, c'est une ascension qui peut mettre tout le monde à sa place. Et particulièrement parce que le lendemain, on a un retour en Italie. Euh, en tout cas, avant de retourner en Italie, je pense qu'on a un premier triptyque en Bulgarie qui est plutôt alléchant et je peux me vanter là-dessus, il est pas trop mal réussi. Oui, bah, il est beaucoup plus alléchant que celui du Giro qu'on aura, parce que là, on a vraiment 3 étapes au profil très différents, donc 3 potentiels profils, 3 potentiels vainqueurs, 3 potentiels maillots roses différents. Donc ça laisse place à beaucoup de suspense et surtout, bah, voilà, tous les coureurs qui viendront dans ce Giro, tout le peloton pourra se dire: «J'ai ma chance sur au moins, une des 3 étapes», quoi. Tout à fait, tout à fait. Et puis, le plus important, comme tu l'as souligné, trois étapes, trois maillots roses potentiels. C'est quand même suffisamment rare pour être intéressant. Bon, une petite journée de repos et on retourne en Italie, pas n'importe où, on retourne en Sicile. Ça me tenait absolument à cœur, hein, la Sicile, grande terre du vélo qu'on explore finalement que très peu hein, en général sur le Tour d'Italie. On partira de Syracuse pour arriver à Catagne, encore une étape plutôt longue en fait hein, dans les standards d'aujourd'hui, à peu près 190 km. Une étape légèrement casse-patte dans sa première partie, mais qui normalement devrait être promise aux sprinters. Je pense que tu me rejoins là-dessus. Oui, là, je pense qu'il y a pas trop de suspense, ça sera pour les sprinteurs, c'est sûr. J'aime bien aussi le fait qu'on commence en effet en Sicile et qu'on commence, on va dire une remontée. On va commencer ensuite la remontée de l'Italie. Voilà, une étape, très sympa. Je pense même visuellement, la Sicile, c'est assez sympa. L'arrivée, à Catane, j'aime bien aussi parce que j'ai vu qu'il y avait, on y passait en 2018, 2020, 2022, mais c'était toujours des départs et pas des arrivées d'étapes. Donc voilà, au moins ça change un petit peu. Pas grand chose d'autre à dire sur cette étape. Ça sera une vraie chance pour les sprinteurs, là, il y a pas de doute. Tout à fait, une vraie chance pour les sprinters. C'est la deuxième en 4 jours, en tout cas, on part bien sur ce Giro. On reste à Catagne et le lendemain, on va partir justement de là pour arriver à Messine, hein, dans la ville de notre cher Vincenzo Nibali. Une étape pour puncher grimpeur. En tout cas, c'est une étape qui va faire très mal, qui pourrait ressembler à une étape des murs, mais qui n'en est pas vraiment une, qui est vraiment plus difficile. Euh, Là, pareil, les coureurs du classement général ne pourront pas se cacher, mais aussi les baroudeurs grimpeurs. Clairement, là, ils ont une chance à prendre. Ouais, en fait, je pense que c'est la première étape. On a vraiment une échappée qui a une très belle chance d'aller au bout. Parce qu'en fait, c'est difficile à gérer ce genre d'étape un peu de mur, enfin plus que de mur pour le coup, mais je sais pas s'il y a une équipe qui voudra contrôler, une équipe de favoris qui voudra contrôler tout de suite la course, sachant que voilà, il y aura peut-être déjà un maillot rose qui sera parmi les favoris pour la victoire finale, mais bon, est-ce que justement le maillot rose se dit pas je peux laisser le maillot à courir en échappée?
Il peut y avoir des mouvements pour les favoris aussi dans le Pizzo Impeña, parce que pour moi, la dernière ascension vers Messine n'est pas assez difficile. C'est 7%, mais c'est moins de 5 kilomètres. Pour moi, si on fait une différence, c'est avant, où c'est plus long et plus difficile. Il y a quand même une belle descente. Il y a une petite vallée, mais je pense pas que ça puisse freiner. Après, voilà, à voir, on reste au début du Giro. Est-ce que les favoris, aujourd'hui, on sait, calculent beaucoup leur coup de pédale. On reste en première semaine. Mais j'aime bien cette étape. Et surtout, je crois que les deux dernières arrivées à Messine, c'était du plat, hein. Je crois que c'était Gaviria et Desmarques qui avaient gagné au sprint. Je me souviens Donc de là, le Desmar, fait ouais. que... Comment? Je me souviens de d'Arnaud Desmar, ouais, qui gagne là-bas. Ouais. Ouais, bah c'est pour ça. Donc je dis au moins on a un autre vainqueur dans une même ville, ce qui est quand même assez rare. Par exemple, à Châteauroux, on aura toujours un sprinter hein, sur le Tour de France. Mais voilà, Messine, ils ont un peu le luxe de pouvoir avoir finalement plusieurs profils qui peuvent gagner. Voilà, pour moi, c'est en effet un peu le short sprinter. Un mec comme bah, Rodriguez ou Valverde, par exemple, je pense, peuvent se régaler sur ce genre d'étape. Parce que pour moi, les favoris vont pas, peut-être pas tenter quand même de partir dans l'avant-dernière ascension et ça sera des coups de seconde grappillés au sommet de la dernière montée. Mais par contre, si c'est une échappée qui va au bout, ça peut être un duel intéressant. Ah, si c'est une échappée qui va au bout, ça peut être un feu d'artifice assez spectaculaire parce on a pas mal d'ascensions déjà pour une première lutte euh, pour, euh, pour le maillot, enfin le maillot de meilleur grimpeur, hein, le maillot Azzurro. Et puis derrière, ouais, ça va être un vrai jeu en fait entre les punchers et les baroudeurs grimpeurs parce que l'ascension du Pizzo in Peña, elle est vraiment difficile, hein, c'est 10 km à 8%, donc on a eu un vrai col en fait, hein. Derrière, on a une Mm. belle descente, comme tu le soulignes, on a très très peu de vallées en fait, on a 2-3 km, donc les grimpeurs qui manquent de pointe de vitesse et d'explosivité, c'est là-dedans qui doit faire la différence. Quand les punchers un peu, enfin bons grimpeurs mais sans plus, doivent absolument s'accrocher dedans pour essayer dans l'ascension de la ville de Messine, hein. On va dans la ville hein, littéralement. Euh, Là s'accrocher et puis pouvoir faire la différence. Donc oui, on a un vrai jeu. Et là où je te rejoins, c'est ça reste la cinquième étape. Est-ce que des coureurs du classement général ont vraiment envie de jouer quand on sait que 80-85% des coureurs du classement général sont attentistes et que tout le monde n'est pas Pogacar ou Remco Evenepoel. Je pense que oui, effectivement, là, on a une première belle occasion pour les échapper. En tout cas, fin de ce petit diptyque en Sicile, parce que là, on revient sur la partie supérieure de la botte pour la sixième étape, où on part de Reggio di Calabria pour arriver à Catanzaro, du plat et encore du plat, mais pas que, avec un final très légèrement punchy, histoire d'épicer un petit peu les choses. Clairement, là, on fera ce sera une étape au bord de la mer, peut-être quelques petits risques de vent, mais ça devrait pas être l'étape la plus difficile de ce Giro. Non, mais franchement, je suis sprinter. Je me dis, ah, il m'a mis une étape toute plate. Et en finale, quand je zoome un petit peu, je me dis, mais attends, il m'a mis une ascension à 5,5% à quoi, moins de 10 bornes de l'arrivée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je suis sprinter, je suis pas convaincu, je suis pas sûr à 100% que ça va jouer au sprint parce que il suffit qu'il y ait un mec qui n'a rien à perdre, un petit puncher d'une équipe, peut-être même une équipe invitée, il se dit bon, pourquoi pas tenter. Les trains de sprinters vont quand même être un peu perturbés dans cette fin un petit peu cabossée, donc je me dis c'est pas victoire acquise pour un sprinter et un mec costaud qui s'en va dans la petite bosse et qui voilà résiste jusqu'au bout peloton. Je pense que c'est un scénario possible. Et donc, en fait, tu as fait un cadeau un peu empoisonné au sprinter parce que c'est en mode allez, allez pour vous cette étape, vous n'avez pas le droit de vous rater, mais je vous mets quand même des bâtons un peu dans les roues pour pas non plus que ça soit du tout cuit. C'est un cadeau empoisonné et c'est ce que j'aime dans cette étape. Alors oui, la première partie, clairement, ce sera sponsorisé par l'Office du tourisme de la région.
mais cette fin, elle sera explosive et je suis totalement en accord avec ton scénario, c'est plausible et c'est justement ce que j'attends d'une étape comme ça. Les sprinters, ils peuvent pas rester dans leur zone de confort. Potentiellement, ils ont une troisième chance en 6 jours, ça peut être très intéressant, mais un puncher qui effectivement aurait pu être déçu, peut-être, de son début de Giro ou de l'étape de la veille, bah, il se dit, bah, moi je tente le tout pour le tout. L'ascension, effectivement, elle est très courte, légèrement pentue, mais pas forcément extrêmement difficile. Mais ce qui la rend intéressante, c'est qu'elle est à seulement 4,5 km de l'arrivée. Donc il suffit qu'un groupe de 3-4 en haut euh, fasse un petit écart. Avec la descente derrière, on les revoit quasi plus. Ça peut donner un final, en tout cas, super intéressant dans la ville de Catanzaro. Bon, je pense que les sprinters ils ont quand même pas intérêt à laisser passer leur chance. Parce que comme on l'a dit, j'ai pas été forcément hyper sympa avec eux. Et on va le voir le lendemain. Les sprinters peuvent rester à l'arrière du peloton. On a une étape vraiment difficile au départ de Crotone pour arriver alors juste à côté hein, de Cosenza, au sommet du Valico di Montescuro. Pas forcément l'étape la plus difficile de l'histoire, mais une étape qui fait penser, enfin moi qui me fait penser à ce qu'on avait vu notamment, je sais pas si tu te souviens, lors du Giro 2020, ouais, Giro 2020 de mémoire, l'ascension de l'Etna. Bah, moi c'était un peu l'esprit de cette étape. Une étape relativement courte, mais normalement pour les échapper. Ouais, bah, les étapes courtes et dynamiques comme ça, avec 140 bornes, on va dire une ascension qui n'est pas répertoriée, j'ai l'impression, sur ton parcours, justement, pour entamer un petit peu les hostilités, et puis donc juste une montée finale. Donc, en effet, pour l'échappée, c'est un peu du pain béni. Et puis pour les leaders, c'est quand même une deuxième vraie explication, quand même, après la troisième étape. Ça va être une course de côte. Évidemment, il y aura pas d'attaque avant. Mais voilà, c'est pas très difficile, hein, 5,6% la montée finale, mais 25 kilomètres quand même. Donc, 25 kilomètres, il faut les passer. Donc, voilà, je trouve que oui, c'est bien, l'étape est bien agencée. C'est justement un type d'étape qu'on n'a pas encore eu depuis le début de ce Giro. Donc, moi, je valide. En plus, Cosenza, je crois que on n'a pas fait d'arrivée depuis 89, j'ai cru regarder quand j'ai fait mes recherches. Donc si c'est ça, c'est justement sympa de retrouver une montée qu'on n'avait pas vue depuis le début du siècle, quoi. Tout à fait, hein. Sur le Giro, effectivement, c'est depuis 1989 qu'on n'a pas eu d'arrivée à Cosenza. Euh, c'est un peu dans la lignée, je parlais de la Sicile, mais souvent le sud de l'Italie, on n'y va pas forcément souvent. Donc, ouais, cette étape, effectivement, elle paraît sans vrai risque, sans vrai danger pour les leaders du classement général. Mais 25 km, faut quand même se les coltiner. C'est très très long, c'est piégeux. Certes, c'est une ascension qui est plutôt roulante, hein. C'est surtout le pied en fait hein, qui est difficile dans cette ascension. Il faut quand même avoir un sacré bagage pour encaisser de tels kilomètres. C'est pas forcément une ascension qui va faire des écarts de dingue. Par contre, c'est une ascension qui peut éliminer bêtement des coureurs, hein. Clairement, ça, y a pas de doute. Et puis, bah oui, effectivement, ça peut être une victoire de prestige pour les échappés, car tout va se jouer dans cette ascension finale. On va partir doucement mais sûrement dans cette huitième étape qui, là encore, c'est une étape dynamique, mais pas d'arrivée au sommet, une étape longue, 196 km et demi au départ de Castroviari et on arrivera à Pola. Je te laisse nous présenter cette étape qui va faire pleurer plus d'un sprinter, mais qui va en régaler plus d'un grimpeur et plus d'un puncher. Ouais, c'est ça, quasiment 200 kilomètres avec 7 ascensions répertoriées pour le maillot Azzurro, dont certaines de deuxième et première catégorie. Donc, on sera pas loin de la montagne quand même. Et moi, c'est on va dire que c'est ma deuxième étape coup de cœur après la deuxième. Parce que déjà, il y a ce départ en côte qu'on n'a pas encore eu, et qui rend toujours au moins les débuts d'étape ultra dynamiques parce que
Il y a plein de baroudeurs punchers qui auront coché cette étape et qui sauront que bah, c'est plus facile de partir quand le début d'étape est difficile que quand c'est tout plat. Donc on risque d'avoir une belle échappée, une belle bataille aussi pour aller jouer la gagne, parce que ça c'est typiquement le parcours aussi qui peut avantager des hommes devant, surtout sur le Giro, on sait que les échappées ont souvent beaucoup d'occasions de gagner, et je pense que celle-ci en est une, avec notamment bah, cette dernière montée de première catégorie, 7 km à 7,5% hein, en gros, et derrière ça arrive en descente. Donc ça peut faire la part belle à un bon descendeur, même s'il ne fait pas de différence dans la montée. Un mec qui descend bien, il peut aller gagner tout seul. Euh, et aussi, bah, pour les favoris, pour le coup, autant dans la montée, ça sera peut-être pas évident de faire la différence parce que l'étape n'aura pas été si dure que ça pour des favoris qui seront restés tranquillement dans le peloton. Et même la dernière montée, elle est peut-être pas assez difficile pour faire des différences. Par contre, bah, un des leaders qui descend très bien, il peut peut-être gratter 10, 15, 20 secondes peut-être. Si derrière il tente sa chance dans la descente, ça peut être un gain de temps à moindre effort, on va dire. Donc pour moi, il peut y avoir de l'enjeu à tous les échelons de la course. Tout à fait. L'idée hein, générale hein, de ces étapes-là, c'est on ne sait pas qui va gagner, on ne sait pas ce qui va se passer à différents échelons de la course. Départ en côte, une première dans ce Giro, arrivée en descente, une première dans ce Giro, donc on a une ligne directrice sur cette étape. Ça monte, ça descend, il y a peu de vallées, hein. On a une dizaine de kilomètres finalement de vallées hein, au niveau du kilomètre 130. Mais sinon, clairement, c'est une étape casse-pattes. Il va falloir être bon descendeur tout du long, hein. Quand on regarde les profils altimétriques des ascensions, il faudra être bon descendeur. Bah, finalement, dès le Monte Cirino, derrière, il y a les petits repechos, les petites ascensions de quatrième catégorie où faudra les passer également. Et ça peut être une fin de course très très animée parce qu'on a d'abord une ascension plutôt punchy de Brienza où on est à 4 km à un petit peu plus de 6%, suivi directement après une descente du Monte Castelluccio, où c'est 6,8 km à 7,7%. C'est pas l'ascension la plus longue de l'histoire ni la plus difficile. Donc pour les coureurs du classement général, effectivement, c'est peut-être pas là que la différence se fera. Par contre, un grimpeur qui serait pas forcément le meilleur descendeur de l'histoire, c'est absolument là qui doit faire la différence. Donc oui, c'est une étape qui va être animée tout du long. C'est une étape qui est longue aussi, hein, 200 km, avec tant d'ascension. Il faudra quand même en garder, il faudra être frais, euh, il faudra les jambes solides, clairement, parce que là, ça va plutôt picoter dans les jambes. Et les coureurs pourront tout donner, hein, que ce soit pour les coureurs du classement général ou les baroudeurs punchers slash grimpeurs, parce que pour moi, la neuvième étape, là, on a encore une belle occasion pour les sprinters. C'est une étape de transition entre Potenza et Foggia. Euh, un départ accidenté, mais un final relativement tranquille. Est-ce que ça peut quand même donner du fil à retordre pour les équipes de sprinters? Je te laisse nous livrer ta prédiction. Je trouve le tracé encore une fois super bien parce que en fait, en effet, le début est quand même, je trouve, assez difficile pour les sprinters. C'est pas des grosses montées, mais étant donné qu'il y en a plusieurs, je pense que ça peut quand même en user pas mal et peut-être en distancer certains. Et en fait, en effet, l'arrivée un peu qui finalement, après un long faux plat montant, on va vers Foggia. Et ça peut justement récompenser des sprinters qui se sont accrochés, qui ont tenu dans les ascensions, qui sont restés dans le peloton ou qui sont revenus. Mais en fonction justement du nombre de sprinters qui passent ces bosses, bah, l'échappée peut peut-être se jouer la gagne parce que si, s'il y a trois quarts des sprinters qui ont été distancés et on a demandé aux équipiers de les ramener, en attendant, il n'y a personne qui roule vraiment pour revenir sur l'échappée. Et il peut y avoir un petit peu ce jeu du chat et de la souris qui fait que ça rend l'étape intéressante parce que justement du fait que ce soit difficile au début, ça peut faire partir des bons coureurs devant. Et si derrière on tarde à entamer la poursuite parce qu'on a mis du temps aussi à ramener les sprinteurs dans le peloton ou même juste à les économiser après les ascensions, voilà, ça peut, pour moi, ça peut être une étape plutôt intéressante et assez tactique. Ouais, c'est exactement ce que je pense aussi. C'est une étape tactique parce que
même si le départ est en côte, on ne sait pas vraiment à quel point ça peut éliminer un certain grand nombre de sprinters. Parce que les ascensions sont punchy, elles s'enchaînent, c'est jamais des forts pourcentages, mais le fait enfin, il faut tout le temps remettre du braquet et puis tout le temps vraiment se remettre en danseuse dans les 50 premiers kilomètres, ça peut laisser place effectivement à une échappée au long cours, hein. C'est pas surprenant s'il y a un groupe de 15 qui part à l'avant et qui derrière au sommet de la dernière station répertoriée à Melfi, donc à peu près 60 à 90 km de l'arrivée, ce groupe-là a encore 5 minutes d'avance. Et avec 5 minutes d'avance à reprendre en 90 km quand on connaît le niveau global du peloton international, ça peut effectivement être très difficile. Et puis, bah, alors c'est pas du tout le même registre, mais on peut avoir un scénario comme ce qui s'était passé avec la victoire de Benjamin Thomas quand un petit groupe avait piégé dans les rues de Lucca les équipiers de Jonathan Milan. Donc, ouais, il va falloir être tactique. Moi, malgré tout, je pense que je suis une équipe de sprinters. Tu sais, j'envoie un gars au cas où, comme ce qu'on avait vu un petit peu sur le Tour de France, où des fois les équipes de sprinters qui voulaient pas contrôler, elles envoyaient un gars pour piéger la Lidl Trek par exemple. Je pense que Mmh. ça peut être le cas aussi. Ouais, c'est ça, t'envoies une carte devant, comme ça, même si ça revient pas, bah, tu peux quand même gagner l'étape, mais ça sera pas forcément avec ton sprinter. Tout à fait, tout à fait. Euh, da- Dernière étape hein, finalement de cette grosse première semaine, même si elle est entrecoupée, on va dire d'un jour de repos en Bulgarie. C'est une étape qui ressemble plus ou moins à ce qu'on avait vu à Catanzaro, mais en vraiment plus difficile encore cette fois-ci. Au départ de Pescara, où finalement on sera sur les terres hein, de Tirreno Adriatico, du côté d'Adriatique bien sûr, et on arrivera à Ancona, une étape quasi toute plate, et puis un finish hyper explosif, hyper punchy, une arrivée en descente. Euh, Là encore une fois, les sprinters, ils ont une occasion, mais ils peuvent se faire piéger. Ouais, exactement. Et c'est peut-être, on va dire, le premier truc où je suis moins fan dans ton parcours, c'est que vraiment, alors, en effet, il y a des petites différences parce que notamment ça termine en descente. Et j'ai quand même l'impression de voir un petit remake de l'étape 6 où finalement on pense que ça va être pour les sprinters parce que c'est tout plat et au final c'est compliqué à la fin. Donc en fait, limite j'aurais aimé que soit celle-ci ou l'étape 6 soit toute plate vraiment jusqu'au bout pour qu'on n'ait pas deux étapes qui se ressemblent et qu'on ait, on va dire, vraiment une chance garantie pour les sprinters. Après, oui, évidemment, pour le spectacle, on sera servi. Il y aura des occasions pour les punchers parce que là, il y a vraiment plusieurs petites côtes, ce qui n'est pas le cas de l'étape d'avant où il y en avait vraiment une grosse. Mais voilà, moi je suis sprinter, je me dis, ah, ça fait deux fois de suite qu'ils me font espérer du plat parce que c'est tout plat pendant 90% du temps. Et au final, bah, je vais me faire avoir à la fin. Donc voilà, on va dire que je trouve qu'elle ressemble un petit peu trop à l'étape 6. Mais après, bah, après, le lieu d'arrivée, je valide parce qu'il me semble que la dernière arrivée là-bas, c'était en 99 et c'était Jalabert qui avait gagné. Donc pareil, le fait de revenir dans une ville qu'on n'a pas encore explorée au XXIe siècle, c'est toujours cool. Tout à fait, tout à fait. Tu vois, ça, cette information, je ne l'avais pas et c'est dingue parce qu'Ancona, c'est une ville qui est pas très loin du finish traditionnel de Tirreno Adriatico à San Benedetto del Tronto. Mais ouais, j'entends la ressemblance. Je trouve quand même cette étape un petit peu plus facile pour les sprinters que celle de Catanzaro, dans le sens où les ascensions sont quand même un petit peu plus courtes et il y a moins de pourcentage. Donc je pense vraiment quand même que les sprinters peuvent facilement se jouer la gagne, plus qu'à Catanzaro. Mais effectivement, oui, le spectacle sera au rendez-vous, ça c'est sûr. Euh, Est-ce qu'il sera au rendez-vous de la 11e étape aux abords de la deuxième semaine? Je te laisse nous présenter cette étape plutôt casse-pattes, où on rentre dans les terres et on fera un petit passage
À Saint-Marin notamment. Ouais, étape, on va dire plate dans sa première partie, au départ à Ancona justement. Et puis ensuite, si je me trompe pas, donc un petit circuit avec une ascension donc, qu'on va gravir à 3 reprises. Donc l'arrivée à Tcharoula, une étape que j'aime bien. C'est vrai que les circuits, c'est quelque chose qu'on voit quand même un peu moins, j'ai l'impression, ces derniers temps. Et je trouve que voilà, ça peut occasionner des bonnes tactiques aussi bien pour les hommes qui seront devant que les favoris, parce que alors ça manque peut-être un petit peu de pourcentage pour vraiment tenter des coups peut-être dès la première ascension. Mais par contre, vu que c'est encore une arrivée un petit peu en descente, ça peut permettre à certains de voilà, tenter leur chance de la dernière montée et peut-être de garder leur avance. Parce que bah, surtout que les grimpeurs, je crois qu'ils ne seront pas à la fête lors de l'étape d'après. Donc peut-être tenter de prendre un petit peu de temps sur cette étape-là. Et puis voilà, pour l'échapper, c'est pareil, c'est une belle occasion d'aller gagner une étape, de faire spectacle, parce que le parcours s'y prête bien. Tout à fait, ouais. C'est une étape quand même plutôt dynamique. Je voulais faire un circuit absolument, je voulais introduire en tout cas les circuits. On en avait déjà vu sur le Tour de France et ce sera pas fini hein, sur ce Giro. Dans sa première partie, clairement, on longe l'Adriatique, on sera plutôt tranquille avant de rentrer de manière assez abrupte dans les terres, se diriger rapidement vers Saint-Marin. C'est pas l'ascension la plus difficile du monde, mais la descente est très technique. La descente est très technique, c'est vraiment une descente où il y a des lacets, on est sur des petites routes, hein, on est à Saint-Marin. Donc effectivement, ouais, des coureurs un petit peu filous, un petit peu malins qui voudraient faire la différence. Ce sera maintenant, clairement, parce que il y a quand même une répétition d'une même ascension. On peut faire le repérage et on peut assister à quelques petites surprises. En tout cas, moi, je suis grimpeur qui voudrait prendre un petit peu de temps aux autres. C'est une des étapes que je choisis parce que le lendemain, on a peut- peut-être le deuxième voire le premier gros énorme rendez-vous majuscule de ce Giro qui intervient bah, quasiment au milieu de celui-ci. Un contre-la-montre entre Cesena et Imola qu'on ne connaît que trop bien, donc juste à côté du circuit. Euh, bon, 50 km, 50 km tout plat. Là, au moins, je régale les purs rouleurs. Ouais, c'est ça, c'est une caste de coureurs que forcément, qui n'avaient peut-être pas eu trop leur chance en ce début de Giro. Donc là, pour le coup, des mecs comme Ghana, Tarling, s'ils viennent sur ton Giro fictif, ils se régalent. Parce que c'est clairement une étape pour eux. C'est une étape aussi où finalement, certains favoris peuvent, pour la première fois, perdre le Giro. Parce que tu prends un pur grimpeur, bah, il peut perdre 4 minutes sur un très bon rouleur. Donc c'est une étape à la fois déterminante, peut-être pas la plus spectaculaire évidemment, parce que c'est un chrono tout plat, parce que c'est 50 kilomètres, c'est long. Alors c'est bien aussi qu'on ait des longs chronos, parce que c'est ce qu'on perd un petit peu ces dernières années, notamment sur le Tour de France, on n'a plus vraiment de longs chronos. Donc là, ça fait plaisir de voir du tout plat sur 50 kilomètres. Mais c'est sûr que par contre, ça va faire des gros dégâts et on peut voir le général vraiment chambouler et voir pas mal de grimpeurs bah, finalement distancés déjà quasiment définitivement de la course au maillot rose. Des énormes dégâts, effectivement, hein. Je pense par exemple à des coureurs que j'apprécie beaucoup, hein, qui ont fait le Giro, les Face Gall, les Mikel Landa. C'est peut-être une étape où effectivement ils peuvent prendre cartouche et effectivement minimum 4 minutes. À noter aussi que ce qui rend intéressant au-delà de ça le chrono, c'est que au niveau du profil GPS, on va tout droit. C'est pas possible de faire mieux. On prend la même route quasiment pendant 50 km. Donc il suffit qu'un coureur ait le vent un petit peu de son côté et alors là ça peut faire des gros ravages. En tout cas, les bons rouleurs, les très très bons rouleurs qui seraient des moins bons grimpeurs auront pas intérêt à se rater là-dessus parce que c'est une chance unique, pas irrémédiable, mais unique. Euh, et puis bah on va tranquillement enchaîner après ce joli rendez-vous sur notre 13e étape entre Bologne et Albino Terme. Une étape là, pour moi, c'est une étape pour Puncher. C'est une étape pour baroudeur Puncher. C'est
d'une étape également de transition pour faire la jonction entre plusieurs régions qu'on veut explorer. C'est peut-être pas l'étape celle que je préfère à titre personnel, mais il en faut des étapes comme ça. 180 km de transition pour une échappée. Une mini étape des murs finalement, on a quand même de jolis murs. Euh, à voir ce que les coureurs pourraient faire de celle-ci. Ouais, c'est une étape typique un peu du Giro. Là, tu as repris un petit peu le modèle qu'ils reprennent quasiment tous les ans. Ils en font au moins une ou deux comme ça. C'est vrai que je sais pas trop quoi en penser parce que vu que le début est tout plat, c'est difficile de voir des très bons punchers partir devant. Mais en même temps, quand c'est quand même assez pentu à la fin, et donc bah, c'est pas pour les sprinters évidemment. Donc en fait, ça dépendra vraiment des profils qu'il y a dans l'échappée. Est-ce que s'il y a des punchers qui ont réussi à sortir, ça peut se jouer dans l'échappée. Par contre, si c'est vraiment des baroudeurs, mais qui sont peut-être plus à l'aise quand le parcours est, on va dire, plat ou du moins pas trop difficile, bah, est-ce que le peloton peut pas revenir? Et en effet, là, on peut voir un peloton se disputer la gagne, justement avec des punchers qui vont assez vite. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi penser de cette étape, mais étant donné que bah, justement, on connaît pas trop le scénario à l'avance, je vais dire que c'est un bon tracé parce qu'il y a de l'incertitude. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Je te rejoins dessus. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Il y a un fort esprit Giro. En même temps, on est sur cette deuxième semaine où traditionnellement il y a des étapes un peu casse-pattes pour les échapper, pour les punchers. Donc c'était une occasion de les mettre à l'honneur. Après, un sprinter excellent qui passe vraiment très très bien les bosses tout terrain peut éventuellement remporter celle-ci en petit comité, même si j'ai quand même quelques réserves, hein. Pour moi, c'est vraiment pour une échappée de puncher. Mais en tout cas, c'est une étape de transition comme on en voit souvent avant une étape de haute montagne extrêmement difficile entre Vicenza et Scanopia, une montée évidemment qu'il faudra goudronner parce que là j'ai sorti les feux d'artifice, je sors le pétard et là on est sur peut-être l'étape la plus difficile de ce Giro. Il faudra être réveillé le matin parce que là on met tout à on met tout à gauche sur la cassette et on prie pour arriver au sommet. Ouais, bah, tu as déjà 2 ascensions difficiles avant, départ donc de Vicenza, 2 ascensions, bah, qui montent à plus de 1000 mètres d'altitude, 18 kilomètres à 5,5%, 15 kilomètres et demi à 7,5%. Donc déjà c'est difficile et alors je sais plus sur quelle étape c'était, mais sur ton Tour de France fictif, j'avais dit que tu avais un peu pété les plombs. Bah, là, tu as fait un peu pareil, sur cette étape avec cette fameuse montée à Scanopia, 7 km 7, on se dit: «Oh, bah, ça va». Pourcentage moyen 18%. Bon, là, c'est l'enfer, en fait. Je 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 me dis: «C'est là, pour le coup, c'est vraiment du fictif» parce que même si, on est toujours plus de spectacles, plus difficile pour que les coureurs, voilà, se donnent plus et cetera. Là, c'est enfin franchement, je crois qu'il y a un kilomètre, il y a 1 kilomètre à 26%, enfin quelque chose comme ça, enfin, c'est quelque chose qu'on pourrait pas avoir, je pense, malheureusement, même si en effet ça serait spectaculaire parce que là, si tu veux décanter le classement général, bah là, il y a pas mieux, hein. Et si tu veux battre le record, d'abandon, ou de hors délai à la fin d'une étape au XXIe siècle, je pense qu'il y a pas mieux non plus, parce que je suis sprinter, franchement. Je sais pas si je finis l'étape, parce que même si c'est que 7,7 km, 18%, enfin, je sais pas, c'est un mur de 8 fois 9. Fois 9, peut-être pas fois 9, fois 6. Donc voilà, je sais pas quoi penser. En effet, c'est dantesque, c'est spectaculaire, mais en fait, là, c'est trop, Matt. Là, t'es allé trop loin. Peut-être je suis allé trop loin, mais voilà, il faut se faire plaisir des fois sur les parcours fictifs. Donc effectivement, c'est une étape qui est très difficile, hein. On a d'abord un gros col, le Sega Diala, 18 km 3 à 5,6%, de quoi bien se mettre en jambe. Et puis bah on a le mythique Passo di San Valentino, qui par la même occasion sera le premier col hors catégorie.
de ce Giro. 15,5 km à 7,5%, on sait à quel point il est difficile. Et puis oui, euh, honnêtement, si j'avais été réaliste dans la conception de cette étape, j'aurais pu m'arrêter là, avec la montée du Passo di San Valentino et une arrivée dans la plaine. Malheureusement, il a fallu que je sois un explorateur, quelqu'un qui aime bien visiter la région. Et je suis tombé sur cette magnifique ascension dantesque, complètement dingue, irréaliste, complètement fou. C'est ce qui peut qualifier de mieux cette ascension qui n'est même pas d'ailleurs dans les répertoires des ascensions possibles de la région, hein, tellement c'est complètement ubuesque. Les 7,7 km à 17,9%, c'est un peu comme si on faisait les terribles 500-600 mètres qu'on retrouve plusieurs fois sur l'Alto del Angliru, mais qu'on le fait sur 7,7 km. C'est dantesque, c'est horrible. Et là, les écarts au sommet, le nombre de hors délai, effectivement, comme tu l'as dit, peuvent être absolument historiques. Mais voilà, je me fais un peu plaisir. Un gros rendez-vous pour marquer le coup. C'est aussi l'occasion, dans la lignée de ce Giro, on a eu une énorme occasion pour les rouleurs de faire beaucoup d'écart. Ah bah, moi, je suis grimpeur. J'ai perdu 4 minutes 30 sur le chrono à Foggia. Je peux largement les reprendre sur cette ascension de Scanupia, qui vient également aussi mettre un petit peu de dynamisme dans cette deuxième semaine, hein. C'était l'idée aussi, hein, contrairement à la deuxième semaine un peu ridicule qu'on a dans la réalité. Euh, une étape qui finalement sera une vraie course de grimpeurs endurants. Ce sera peut-être un peu moins le cas sur une étape tout aussi intéressante, avec des cols mythiques entre 30, donc Trento en italien, et puis Cortina d'Ampezzo, le lieu, hein, des Jeux Olympiques d'hiver qui auront lieu dans quelques semaines. Une étape vraiment difficile, dantesque, une arrivée en descente avec deux cols plus que mythique, qu'on a à peine besoin de présenter. Le Passo Pordeuil, 12 km à 6,6%, et puis bah, l'énorme Passo Gio, 10 km à 9,1%, l'horrible Passo Gio qui ont fait craquer plus d'un coureur dans ses plus abrupts pourcentages. Une étape qui est quand même aussi un petit peu courte, on va dire, 170 km, c'est pas ce qui se fait de plus long, hein, sur les étapes de montagne, sur le Giro. Là, ça peut être une étape qui peut s'inscrire dans une étape de légende, dans la lignée de ce qu'on aurait peut-être vu la veille. Et puis, bah, encore une fois, là, on est dans les Dolomites, c'était passage obligatoire. Ouais, j'aime beaucoup cette étape parce que finalement, si dans ton Giro fictif, on le met bien, cette dernière étape à Scanopia, là, les ascensions du jour, elles paraissent presque faciles, entre guillemets. Donc en fait, le fait que cette étape soit peut-être un chouïa moins dure au final que celle de la veille, parce que celle de la veille, la dernière ascension, elle équivaut à trois ascensions en fait. Là, tu te dis, ok, j'ai perdu du temps hier, j'étais dans un jour sans, et dans la dernière montée, j'ai perdu 2 minutes parce que c'est trop dur, etc. C'est une belle occasion de s'offrir une seconde chance, de se refaire la cerise. C'est encore une arrivée en descente, donc propice aux offensives, que ce soit dans la montée ou dans la descente. En plus, voilà, Cortina d'Ampezza, c'est quand même un classique du Giro. Je trouve que c'est en effet un beau clin d'œil au JO d'hiver que tu as fait là. Pour moi, voilà, c'est une étape que j'aime beaucoup. Je pense pas qu'on va tenter dès le Passo Prodeuil de s'en aller. Et c'est vrai que le Passo Gio se suffit à lui-même. Et peut-être qu'on reprendra pas tout le temps qu'on a perdu la veille, pour ceux qui ont perdu du temps. Mais on peut reprendre un petit peu, on peut grappiller quelques secondes, voire peut-être une minute. Et puis derrière, la descente peut aussi faire des différences, ou enfin, en tout cas, conserver les différences qui ont été faites dans la montée ou les accroître. Donc voilà, c'est une étape difficile, mais justement pas infaisable, pas insurmontable, et qui peut justement inciter les coureurs à tenter leur chance. C'est vrai que tu soulignes quelque chose de
de vrai. Quand on regarde cette étape, vu ce qu'on propose la veille, c'est comme si le Passo Duo c'était un petit répé de show de rien du tout, pas grand-chose, alors que c'est un monstre absolu du, du Giro qu'il faudra gravir, qui est très très difficile, hein, 10 km à 9%. Euh, Effectivement, peut-être qu'il n'y aura pas de mouvement de loin, car il y a quand même pas mal de kilomètres entre le sommet du Passo Pordoi et le début d'ascension du Passo Dio. Et la descente est longue, donc là par contre ça peut être une vraie ascension dynamitée et dynamique de la part des plus gros grimpeurs, ceux qui seraient encore en forme. Et puis au-delà de ça, on va être sur une 15e étape, donc c'est veille de jour de repos, donc il n'y a pas grand-chose à perdre non plus. Avant une troisième semaine comme on va le voir, s'annonce difficile. Là, il n'y a pas vraiment grand-chose à calculer de il y a quelque chose le lendemain. Là, vraiment, il faut. Le pass audio, c'est une occasion rêvée pour les meilleurs grimpeurs. En tout cas, ça conclut une deuxième semaine qui partait pas forcément sur une semaine très difficile, mais qui finit en feu d'artifice, avant que on rentame directement une troisième semaine où là, j'ai un peu respecté la ligne directrice du Giro. On va y en avoir va y en avoir de partout, clairement. On part de Bolzano, et puis on arrivera à Aprica, la mythique Gilles d'Aprica. Un départ en ascension plus qu'un départ en côte, hein, sur le Passo della Mendola, 18 km 300 à 6%. C'est vraiment, je suis sprinter en lendemain de journée de repos, j'ai envie de pleurer. Et puis bah, le gros menu du jour, c'est le Passo del Tonale, à nouveau un col mythique du Tour d'Italie. Et puis derrière, une descente, un long faux plat descendant, et puis cette ascension vers Aprica. C'est une étape aussi très très courte, 140 km, deux ascensions très difficiles, la mythique montée vers Aprica. Euh, En lendemain de journée de repos, on peut avoir des vraies surprises et pas forcément un Giro qui serait plié, mais ça peut être une étape, là encore, plutôt de légende, si j'ai envie de dire. Ouais, alors j'ai envie de dire, heureusement que c'est le lendemain de journée de repos, parce que sinon j'aurais peut-être été un peu plus critique envers l'étape. Alors le fait que ça démarre vraiment en ascension, ça c'est cool. Il y a eu un départ en côte, là il y a un départ en montée, donc c'est toujours sympa. Je pense que l'échappée a de belles chances d'aller au bout sur cette étape-là, surtout que c'est court. Et on sait que les étapes courtes sont souvent dynamiques et propices justement aux victoires en échappée. Euh, le seul petit souci que j'ai, en fait, c'est l'arrivée à Prica. Alors, en effet, c'est une arrivée mythique, mais 13 km à même pas 4% pour finir l'étape. Je me dis, bon, autant pour l'échappée, en effet, ça peut être, ça peut quand même être intéressant. Et pour les favoris, au final, je pense que ça va être statu quo. Et en fait, on va juste laisser l'échappée gagner avec 10 minutes d'avance. Et en fait, j'ai peur qu'il se passe rien derrière. Même si c'est le lendemain de journée de repos, le fait que bah, justement les deux grosses ascensions soient assez tôt dans l'étape, ça ne piège pas forcément de favoris qui seraient éventuellement pas trop en jambes du fait d'avoir une journée off. Donc voilà, pour moi, je pense que ça serait une belle étape pour les échappés, mais peut-être presque une procession pour les favoris au général qui, pour moi, seront pas forcément surpris, même si c'est après une journée de repos. Moi, je te trouve difficile sur les termes procession. Mais oui, c'est peut-être pas le gros rendez-vous effectivement des coureurs du classement général, mais on va le voir, ça fait sens avec ce qu'il y a eu le week-end avant et ce qui va faire suite dans ce Tour d'Italie. C'est une étape pour les échappés parce que pour moi, sur les deux étapes de montagne qu'on a juste avant, il n'y a aucun monde où c'est une échappée qui la remporte. Que ce soit à Scanupia ou à Cortina d'Ampezzo, pour moi, c'est forcément pour un coureur du classement général. Donc là, c'est une vraie occasion de s'offrir une victoire mythique pour un baroudeur grimpeur, pour un coureur qui ferait un mauvais Giro, en tout cas en deçà de ses objectifs, et qui voudrait se rattraper. C'est vraiment l'occasion, c'est vraiment l'occasion là-dessus. Donc, et puis moi, c'est l'occasion d'arriver à Prica. Voilà, c'est toujours quelque chose qui me fait chaud au cœur.
Mais c'est un rendez-vous qui peut être surprenant aussi, parce que oui, on est en lendemain de journée de repos, on sait jamais trop ce qui peut se passer. En tout cas, c'est une étape, moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la dessiner. Euh, et va y avoir à nouveau du chantier. Je te laisse nous présenter la 17e étape entre Sondrio et Lugano. Donc, vous l'avez compris, on était déjà passé en Suisse sur le Tour de France. On y passe également sur le Tour d'Italie, cette fois-ci dans le comté du Tessin. Euh, à toi le micro, Simon, présente-nous cette étape des murs. Ouais, on voit que tu veux faire plaisir à Nico de toujours mettre une petite étape en Suisse pour qu'il puisse aller sur place. Mais ouais, non, une étape, bah, encore une fois, assez plate au début, et puis ensuite on enchaîne un circuit avec bah, deux ascensions qui s'enchaînent au final. Le Muro di Arosio et le Muro di Coreno, euh, qui s'enchaînent à 4 reprises. Donc là, c'est encore un circuit comme en première semaine, sauf que là, c'est un circuit, t'as intérêt à t'accrocher, quoi, parce que autant le premier, il était relativement facile, en tout cas les pourcentages n'étaient pas très élevés, autant là, 4,3 km à 11,8%, une petite descente, et puis derrière 2 km à plus de 6%. Là, en effet, c'est un vrai circuit très difficile. Euh, pour moi, alors, ces étapes en circuit, c'est souvent réservé quand même à des échappées parce que c'est difficile à contrôler. Et ça sera vraiment un mec ultra fort qui gagnera parce que c'est super dur. Alors après, le petit reproche peut-être que j'aurai à faire, c'est que justement, on a déjà eu un circuit avant dans ce Giro. Est-ce que 2 circuits, c'est opportun? Est-ce que c'est pas un peu trop? Alors évidemment, on est dans un Giro fictif, mais est-ce que si ça avait été le cas dans la vraie vie, les gens auraient dit: «Oh là là, les organisateurs, ils ont pas d'idée, ils nous mettent, 2 circuits parce qu'ils savent pas par où passer». Heu, Ça reste, on va dire, un moyen de rendre la course, intéressante, notamment aussi pour les spectateurs qui seront sur le bord des routes, ils verront, plusieurs fois les coureurs. Mais sinon, en soi, l'étape en elle-même, elle est cool. J'aime bien le fait qu'il y ait un passage en Suisse, qu'il y ait des passages dans plusieurs pays limitrophes. Moi, je trouve ça toujours bien. Autant le départ en Bulgarie, bon, c'est contestable, et puis il y a des problématiques qu'on pourrait soulever. Autant passer en Suisse quand tu fais le Giro, je trouve pas ça choquant, et moi j'aime bien. Ouais, tout à fait. C'est passer dans les pays limitrophes comme ça, c'est. Alors en plus là, on est vraiment juste de l'autre côté de la frontière, hein. Le Lugano, on est vraiment pas. On franchit le petit lac à la frontière et puis on y est. Euh, ouais, moi l'idée de cette étape-là, c'était faire un circuit mais beaucoup plus difficile où finalement c'est une étape des murs, mais pour vrais grimpeurs, euh, plus que pour punchers, dans le sens où c'est quand même effectivement une ascension d'un petit peu plus de 4 km à 12%, hein, grosso modo. Euh, les pure punchers, ça peut être compliqué de s'accrocher, hein. Les pure punchers, normalement, c'est des efforts de 5-10 minutes grand maximum. Là, on est sur à peu près 20-25 minutes. Enfin, quoique, allez, un quart d'heure, 20 minutes d'effort, donc c'est peut-être un petit peu trop difficile pour eux. Ça reste une étape dynamique, ça peut être aussi l'étape de la dernière chance pour ces purs punchers, pour ces purs baroudeurs grimpeurs, parce qu'après, voilà, on est déjà à la 17e étape, il reste plus beaucoup de place pour tout le monde, et là, on va le voir, ça va vite s'enchaîner. D'ailleurs, on va repartir de Suisse, de Lugano, on va dire bonjour à une catégorie sprinter que j'ai mis au placard depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Rebonjour les sprinters, on part de Lugano et on va à Biel. On part vers le pays de la vallée d'Aoste. Une toute petite étape, 131 km, une étape pour sprinter. Là, c'est incontestable. Ouais, ouais, c'est presque, allez, quoi, la deuxième étape toute plate, on va dire, de ce Giro. Et c'est vrai que, alors, elle arrive un peu tard, mais d'un côté, elle a le mérite d'inciter les sprinteurs à s'accrocher au moins jusque cette 18e étape. Même si je pense que certains auront abandonné dans l'ascension à 18%, je pense qu'ils auront mis pied à terre depuis longtemps. Mais en tout cas, pour ceux qui auront réussi à arriver jusque-là, c'est en effet une occasion en or. Là, je pense qu'il y a aucun monde où ça se termine pas au sprint. Et c'est surtout, bah, leur dernière chance, on va voir, mais
c'est leur dernière chance de lever les bras sur ce Giro. Donc ils n'ont pas intérêt à se louper. Euh, et d'ailleurs, peut-être que même après cette étape, moi je suis sprinter, j'ai pas le maillot cyclamen, je m'en vais. Mais en tout cas, voilà, bien aussi l'arrivée à Biel. Je crois que la dernière arrivée c'est 96, donc bah, pile 30 ans. Donc c'est pareil, toujours bien de revenir dans une ville qui n'a pas été visitée par le Tour d'Italie depuis une belle lurette. Donc voilà, étape pour sprinter et la dernière, donc j'espère qu'ils vont en profiter. Tout à fait, tout à fait. On va visiter des villes qui, pourtant qu'on connaît bien, hein, mais qui n'ont plus été visitées, qu'on a vite fait traverser sans plus. Comme tu l'as bien précisé, c'est la dernière chance pour les sprinters. L'esprit de cette étape, j'ai beaucoup hésité, hein. Il faut savoir, à l'origine, je savais pas si je la plaçais en 17, en 18, en 19, cette étape-là. Puis en fait, j'étais obligé de la mettre en 18e étape parce que 18e étape du Giro, c'est l'étape Alberto Dainese. C'est l'étape qui est traditionnellement remportée par un sprinter qui a eu 0 sur 20 quasi tout le long et puis qui sort le sprint de sa vie et qui, qui s'offre une victoire en grand tour. C'est aussi pour récompenser effectivement les sprinters qui se seraient accrochés, qui auront été vaillants depuis le départ. Alors après, oui, là où je te rejoins, je suis sprinter. Je suis même pas dans le top 3 du maillot de Cyclamen. Au soir de l'étape à Vielle, je prends mes valises et je pars vers vers un nouvel horizon. Parce que on va le voir, là, on rentre dans le feu d'artifice final de ce Giro. Je te laisse nous présenter la première grosse étape de montagne dans le pays de la vallée d'Aoste, pardon, entre Pont-Saint-Martin et Champillon. Ouais, alors ça peut être considéré comme l'étape reine. Je sais pas si c'est comme ça que C'est tu l'étape l'as reine, tracé, mais là, effectivement. ouais, voilà, là, trois ascensions hors catégorie, une première catégorie. Le col Tsekor, 16,4 km à 7,7%. Une descente, on remonte tout de suite vers le collet di San Pantaleoni, San Pantaleone, pardon, 20 km à 5,8%. On descend, quelques kilomètres de plat, mais on remonte tout de suite. Le collet di Drugges, je ne sais pas comment on prononce, je ne parle pas bien italien. 13 km à 8,4%. Donc c'est déjà rien que ces trois cols-là, c'est l'enfer. Ensuite, une descente, une sorte de petite vallée, faux plat montant. Et puis donc bah, la montée finale vers Champillon. 17 km à 7,2%. C'est une étape horrible. Elle est pas très longue, hein, 150 km, mais en fait, bah, tu te reposes jamais, quoi. C'est une étape d'enfer. Et là, pour le coup, le général va se jouer. Le maillot Azzurro de meilleur grimpeur va se jouer aussi ce jour-là, je pense. Il va y en avoir de partout. Il va y en avoir de partout. C'est une étape très très courte. Ça a été c'était un choix fort, on va dire, de ma part. Je voulais pas d'étape longue. Je voulais vraiment une étape dynamique où ça peut se jouer vraiment à chaque instant. On commence très très fort avec une ascension qui est très difficile, le col de Tsekor, qu'on voit souvent. Ça, c'est des cols pour ceux qui suivent notamment le tour de la vallée d'Aoste, hein, qui révèle de très nombreux grimpeurs. Bah, c'est un col qu'on voit régulièrement. C'est un col qu'on a déjà vu aussi sur le Giro. C'est extrêmement difficile. 16 km 4 à 7,7% en entrée d'étape. Il faudra vraiment s'accrocher. Derrière le mythique col de Saint-Pantaléon, c'est 20 km à 6%. C'est dantesque. D'ailleurs, je sais que j'ai hésité. C'est dire à tel point l'étape est difficile. C'est ce col-là que j'ai choisi de rétrograder en première catégorie. Il mériterait amplement pourtant son statut, hein, de col hors catégorie. Après, voilà, il y a honnêtement, j'ai hésité aussi la montée vers Druges. Est-ce qu'elle était importante de le faire ou pas? Oui, je l'ai intégré parce que sinon ça faisait un petit peu trop de vallée vers Aoste et la montée finale vers Champillon qui est très très difficile, mais qui ne se suffit pas elle-même. Pour moi, on peut avoir quand même, comme c'est une étape courte, on peut vraiment avoir des attaques de loin dans l'ascension de Druges, hein. On est entre guillemets qu'à 40 km de l'arrivée. Il y a des belles descentes, il y a de quoi faire de beaux écarts et peut-être potentiellement ne plus être revu. Et puis aussi un aspect important, on prendra en altitude, hein, on va monter haut, on va frôler on va même dépasser les 2000 mètres, hein, sur l'ascension vers Champillon. On va être aux abords de la frontière française. C'est l'étape reine de ce Giro. Il faudra être au rendez-vous.
Euh, Moi, en tout cas, je suis grimpeur, je suis heureux. Je suis un autre profil de coureur. Mm. Je l'ai un peu dans l'os. Ouais. Mais, mais par contre, je suis pas sûr, comme tu l'as dit, que ça tente dans le col de Druge, parce que justement, bah, on va en parler après, mais le lendemain, il y a une autre étape difficile. Est-ce qu'on va entamer les grandes manœuvres dès cette étape-là, sachant qu'il y a quand même une petite vallée, en tout cas, ça, on n'est pas directement dans l'ascension de Champillon après la descente. Je suis pas certain. Tout à fait, ouais, c'est vrai que le questionnement se pose et tu soulignes quelque chose d'intéressant, c'est est-ce qu'on a envie de faire des grandes manœuvres avant la 20e étape qui est une étape un petit peu plus facile, on va dire ça comme ça, mais qui est une étape beaucoup plus longue, cette fois-ci, 206 kilomètres entre Aoste, donc, et le lago di Teleccio, donc, qui est une ascension, évidemment, là où il faudra goudronner, clairement, car on est en plein milieu de la vallée d'Aoste, et on est complètement perdu. Une étape difficile où, là, encore une fois, on partira vers le col du Tsekor, mais cette fois-ci par un autre versant, un tout petit peu moins difficile, 11 km 3 à 6,9%. Puis après des ascensions intermédiaires qui seront surtout là pour fatiguer. Ça peut aussi donner une chance aux échappés éventuellement, ceux qui en auraient encore un tout petit peu dans le moteur, pourquoi pas. Pourquoi pas mettre des cols plus difficiles, car finalement là sur cette étape, clairement, il y a un monstre qui se dresse en bouquet final de ce Giro. C'est l'ascension du lago di Teleccio, 12 km 400 à 9,9%, en gros 10%, color catégorie. Là, peut-être pas de grandes manœuvres avant, ou peut-être éventuellement quelques petites attaques dans le Pian del Lupo, 11 km 900 à 5,2%. Pour être honnête, le grand rendez-vous, il est là, c'est dans le lago di Teleccio. Ouais, étape complètement différente de la veille, en effet, de par sa longueur, de par le type d'ascension qu'il y a. Mais on va dire que c'est peut-être l'une des étapes au final que j'aime le moins, dans le sens où on a l'habitude de dire que la dernière étape de montagne, il faut que ça soit un petit peu le chantier. Et en fait, j'ai l'impression que les ascensions que tu as mises justement, alors à part le Tsekor, mais sinon celle d'après, avant la dernière ascension, c'est des petites ascensions qui sont soit pas très longues ou soit pas très dures. En tout cas, il n'y en a pas une qui est longue et difficile à la fois. Qui fait que comme la veille, on risque d'avoir une course de côte. Et pour un coureur qui a un peu de retard au classement, qui veut peut-être renverser vraiment complètement le classement général parce qu'il sait, on va voir le lendemain que le lendemain il peut perdre du temps. Je sais pas. En fait, j'aurais peut-être mis justement le lago di Teleccio peut-être en avant-dernière ascension ou et mettre une autre petite montée comme celle qui est avant, après, pour justement inciter peut-être les coureurs à partir à 30-40 km de l'arrivée, parce que dans cette ascension-là, évidemment qu'il y aura des écarts, évidemment qu'il y a des coureurs qui, en fin de Giro, font perdre du temps, mais si tu la mets peut-être un peu plus tôt dans l'étape, et que derrière tu as encore une petite montée pour accentuer l'avance, un petit peu à l'image de ce qu'on a eu sur la 20e étape de cette année du Giro avec le Finestré. Euh, En fait, c'est là où tu peux vraiment renverser complètement le Giro et avoir un scénario de fou. Là où bah, finalement un leader il va se contenter de rester dans les roues le plus longtemps possible dans cette dernière ascension. Et même s'il y a une craquante, bah, il sait qu'au sommet c'est fini et qu'il ne pourra plus perdre de temps. Donc voilà, c'est là où j'aurais aimé, finalement, parmi ces 2 étapes, au moins une étape où tu as vraiment, en fait, tu es presque obligé de partir avant si tu veux faire des différences. Et c'est un point de vue qui s'entend. Donc toi, tu aurais inversé en fait finalement le lago di Teleccio et le Pian del Lupo, oui, comme ce qu'on a vu sur le Finestré ou comme en fait, comme finalement ce que j'ai pu proposer sur l'étape d'Aprica où on avait une grosse ascension et derrière une ascension. Alors c'est pas exactement le même finish, mais ça ressemblait Mmh. un petit peu à ça. Effectivement, ouais, moi je voulais une grosse ascension un petit peu mythique, surtout dans un esprit, pas vraiment Finestré, mais plus sur un esprit du montée de zone collade. Une grosse Mmh. Ouais, ouais. ascension, comme on a l'habitude de voir en 20e étape, potentiellement pour les échapper, parce que le chantier, en fait, finalement, il aurait eu lieu la veille. Et aussi, bah, par souci logistique, les grands cols n'étant pas non plus les grands cols disponibles dans la région de la vallée d'Aoste, on en a fait finalement les trois quarts la veille, donc c'était assez compliqué de trouver un design plutôt plaisant.
En tout cas, s'il y a bien une catégorie de coureurs qui va devoir s'accrocher absolument pour ne pas perdre tout espoir et peut-être là s'offrir le renversement du Giro dont tu nous parlais, c'est les bons grimpeurs, mais surtout excellents rouleurs, car comme vous l'aurez peut-être compris il y a quelques minutes, cette 21e étape, non, ce n'est pas une étape en ligne, ce sera un contre-la-montre dans les rues de Rome, où là j'ai été aux Petits Oignons, on va visiter un peu tout ce qui se fait de mieux à Rome. On aura la petite ascension de la cité du Vatican. Ce sera un contre-la-montre très technique. On sera dans les dédales de Rome. Il y aura des lignes droites, mais il y aura surtout ce sera jamais extrêmement long comme ligne droite, hein. On dépassera jamais les 3-4 kilomètres. Ça peut être un vrai renversement. C'est là aussi les étapes dans la vallée d'Aoste. Il faut absolument que les grimpeurs saisissent leur chance. Car là encore, 43 kilomètres pour être précis, un tout petit peu plus qu'un marathon finalement, un marathon pour finir ce Giro. Euh, Effectivement, là où je pense que tu pourras souligner quelque chose, c'est que ça fait beaucoup de kilomètres en effort individuel. Ceci dit, il y a un aspect spectaculaire qui est indéniable et qui peut nous offrir un vrai retournement de situation. Ouais, alors en effet, pour le côté spectacle, si c'est un parcours technique avec peu de lignes droites, ça peut être super intéressant et surtout, ça peut couronner un autre coureur que juste des grosses cuisses, que celui qui a gagné Imola où justement là c'était tout plat, tout droit. Euh, En fait, la distance de 43 km me gêne pas non plus parce que justement tu avais dit que tu étais dans l'optique de revenir un peu sur un parcours à l'ancienne. Et en effet, 93 kilomètres de chrono au total, c'est beaucoup. Le seul truc que je regrette peut-être justement sur ce dernier chrono, c'est que le Monte Mario qu'on grimpe une fois, si tu l'avais peut-être mis 2 ou 3 fois, un peu en mode circuit justement comme tu l'as fait avant, j'aurais trouvé ça intéressant, parce que ça aurait quand même changé vachement le profil du potentiel vainqueur, sans pour autant dénaturer justement le principe même du contre-la-montre, où c'est quand même un coureur qui est fort dans l'exercice solitaire, parce que ça monte, mais bon, de kilomètre 2 à 5,1%, c'est pas non plus une ascension, c'est pas un chrono qui va forcément avantager un Pogacar par exemple, parce que ça monte pas assez fort, mais ça monte assez pour peut-être faire gagner un autre rouleur qui passe peut-être un peu mieux les bosses qu'un Tarling par exemple. Et en même temps, ça peut permettre à un grimpeur qui joue au général, qui est peut-être un peu moins bon rouleur, de limiter la casse plus que ce qu'il n'a fait sur le premier chrono. Voilà, donc la distance me gêne pas, c'est juste j'aurais peut-être mis au moins une fois en plus l'ascension pour avoir peut-être un chrono un peu plus différent que le premier qui finalement est quand même assez plat. Il y a une montée, mais globalement c'est tout plat aussi. Ouais, je vois l'idée justement. Moi, je pensais également à faire un circuit difficile autour de la cité du Vatican. Je m'y suis refusé car je me suis dit, dans les étapes de montagne qu'on aurait eu auparavant, et notamment le diptyque dans la vallée d'Aoste, euh, c'était, enfin, tu vois, c'est suffisamment difficile dans le Val d'Aoste pour que les grimpeurs fassent une différence auprès des rouleurs. Je voulais surtout pas qu'avec un chrono un petit peu plus difficile quand même, parce qu'une répétition d'ascension, il faut quand même le faire. Je voulais pas que les grimpeurs se reposent entre guillemets sur leur laurier et se disent, ah, j'ai pas forcément besoin d'attaquer parce qu'au cas où sur le chrono, cette fois-ci, je perdrai pas 4 minutes, je peux largement limiter et rester dans les roues. Là, vraiment, les excellents rouleurs, l'ascension, ils doivent la gravir qu'une seule fois, elle est relativement courte. C'est pas les pourcentages les plus difficiles qu'on ait sur ce Giro. C'est aussi justement pour pas enterrer le suspense et que les rouleurs s'accrochent jusqu'au bout et se disent là j'ai une vraie chance si je m'accroche sur l'étape de montagne de remporter le Giro. Et à l'inverse, je suis grimpeur, il faut absolument que je dynamite les étapes de montagne si je veux avoir une chance de pas subir un scénario à la Joachim Rodriguez sur le Giro 2012 qui s'était fait flipper le maillot rose par Ryder Hesdal. Ah non, mais je comprends ton point de vue, il en faut pour tout le monde, et justement, c'est vrai que tu as mis beaucoup de montagnes avant. Mais voilà, peut-être le mettre une deuxième fois à ces petites côtes, je trouve que ça aurait apporté
un chouïa plus de suspense, notamment peut-être pour le vainqueur, qui du coup risque d'être le même sur les 2 chronos. Après, voilà, après ça reste de la fiction, mais voilà moi ce que j'aurais mis sur ce dernier chrono. C'est Enfin, en tout un cas, c'est mieux qu'une simple procession pour sprinter, ça on est d'accord. Tout à fait, tout à fait. Et puis ça respecte une ligne directrice que j'ai déjà eue sur le Tour de France. Moi, les étapes de procession, voilà, c'est pas ce que je préfère. Encore une fois, un grand tour, c'est 21 étapes, c'est 21 jours. Il faut que ça se joue sur 21 jours. Je pense que les coureurs, même si on n'est pas sur le vélo, hein, c'est plus facile à dire derrière notre micro dans le canapé, doivent se faire la course durant toutes ces étapes. Voilà, en tout cas pour ce qui s'agit de notre parcours fictif du Giro, je vais te demander, Simon, de faire un petit bilan de celui-ci, et puis m'accorder une petite note, monsieur le professeur. Est-ce que ce Giro fictif vous plaît? Oui, alors je sais plus quelle note j'avais mis pour le Tour de France, je sais pas si tu t'en souviens? C'est une bonne Heu, question. Est-ce que nos mais je crois de mémoire que c'était 6 ou 7 sur 10 de ouais, mémoire. Ou quoique, OK. ouais, vers entre 6 et 8. 6 et 8. Après, nos plus assidus auditrices et auditeurs pourront nous le repréciser dans les commentaires s'ils s'en souviennent. Parce que là, en fait, comme ça, je dirais que j'ai préféré ce parcours à celui du Tour de France. Je trouve qu'il y a eu, plus d'étapes différentes, plus de profils différents qui pouvaient gagner. Alors que j'avais déjà bien aimé celui du Tour. C'est pour ça que je te demande, parce que ça serait bête que je mette une note plus basse que sur le Tour, alors que je dis que je préfère celui du Giro. Mais oui, je crois que j'avais dû mettre un petit 7, 7, 6,5, 7, j'avais dû mettre ça. Et donc sur ce Giro, j'ai beaucoup aimé les 2 premières semaines, où pour moi, il y a peut-être une étape que j'aime moins, mais sinon globalement les 2 premières semaines, j'aime toutes les étapes. En troisième semaine, comme tu l'as entendu, j'étais peut-être un peu plus critique, un peu plus sceptique sur certains points. Mais après, voilà, c'est chacun ses opinions, et je pense qu'on a tous les deux des bonnes raisons de vouloir telle ou telle chose à tel endroit de l'étape. Et d'ailleurs, c'est toi qui fais les parcours, donc c'est toi le patron au final. Mais voilà, j'ai un peu moins aimé la troisième semaine, mais globalement, ce Giro, il est ultra positif. Il y avait beaucoup de villes qu'on n'avait pas empruntées depuis longtemps, des routes qu'on n'avait pas empruntées depuis longtemps ou même jamais, qu'il faut goudronner parce que Matt a décidé qu'il fallait goudronner ces routes-là. Donc je vais mettre une bonne note, je vais mettre un 8 sur 10 pour ce Giro. C'est un très très joli 8 sur 10. Effectivement, oui, il faudra goudronner pas mal de stations et pas mal de descentes parce que sinon, c'est un Giro où il va falloir s'équiper de VTT également, ce qui n'est pas forcément l'idéal, comme on le sait, si, s'ils veulent faire ce Giro dans les meilleures conditions. Euh, En tout cas, on le rappelle, hein, pour ceux qui voudraient faire également leur parcours fictif, il y aura les liens dans la description. Nous, on espère que ça vous a plu pour ce deuxième épisode. Évidemment, jamais 203, donc il y aura également un parcours fictif du Tour d'Espagne de la Vuelta qui arrivera avec, en ma chère compagnie, toujours le professeur Simon. Professeur Simon, qu'est-ce que tu as à nous proposer du côté d'ailleurs de la rédaction pour cette nouvelle année 2026? Qu'est-ce qu'on propose à nos chères lectrices et lecteurs? Bien, on va faire un petit peu ce qu'on a fait en fin de saison, c'est-à-dire on avait fait les bilans des équipes. Et bien là, on va faire l'inverse. Euh, que va-t-on attendre de toutes les équipes World Tour et presque toutes les équipes Pro Tour, les équipes féminines aussi, pour cette nouvelle saison, avec notamment nos attentes particulières, nos pronos, le transfert qui nous a marqué. Donc voilà, dans un format assez court et assez ludique, facile à lire. Et puis si vous voulez quelque chose de plus complet, peut-être sur les grosses équipes du peloton, il y a plein de podcasts qui arriveront avec des focus sur UAE, sur Red Bull, sur Ineos, etc. Donc voilà, vous avez de quoi faire à la fois sur la rédac et aussi à l'écoute des podcasts. À boire et à manger, ou plutôt à lire et à écouter. En effet, vous l'avez entendu, Simon vous a présenté la petite nouveauté si on compare à l'année dernière sur la série Qu'attendre d'eux, c'est sur chaque équipe. On va vous livrer notre gros prono. Comme vous le savez, l'équipe de Radio Fringale est spécialiste
des pronostics, donc on vous garantit un 100% un 100% de réussite. En attendant, je te remercie Simon pour m'avoir accompagné sur cette belle émission. J'espère que tu as pris beaucoup de plaisir. Tout d'abord, on vous remercie d'être toujours aussi fidèle à l'écoute comme à la lecture. On espère encore une fois, comme on dit en introduction, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que 2026 commence sur les chapeaux de roue. En tout cas, ces roues qu'il faut bien protéger comme vous. Couvrez-vous dehors car il fait froid et n'oubliez pas de vous alimenter car la fringale guette. Salut tout le monde, ciao ciao. Salut tout le monde.